Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième et déjà dernière journée de cette première édition des Rencontres des Sablons. Et alors comme il y a des impondérables du direct, il fallait absolument qu'il y ait un problème sur la ligne 1. Donc c'était nécessaire que ça arrive et donc c'est pour nous, c'est ce matin. Et ça a probablement empêché les gens qui viennent soit côté Défense, parce que là il faut beaucoup marcher, soit côté Paris, il faut marcher un petit peu moins, mais il faut marcher quand même, puisqu'on ça s'arrête du côté d'Argentine ou de Porte-Maillot, je crois. Mais donc, nous avons donc, du coup certains intervenants qui vont arriver un peu en retard, mais pour ne pas bousculer tout notre emploi du temps qui est ce matin assez contraint, je vous propose de commencer ce matin par une conversation avec évidemment des intervenants formidables sur un sujet qui est vraiment passionnant. Les autres l'étaient aussi. Et évidemment, Gilles Trichard, tu es toujours notre modérateur ce matin. À toi la parole. Merci Olivier. Modérateur, on va voir, hein. Parfois oui, mais parfois peut-être, je ne sais pas s'il y a un contraire de modérateur, mais je stimulerai peut-être aussi, et c'est ça l'intérêt, on l'a vu hier, c'est qu'il y ait aussi des réactions dans la salle. Alors pas tout le monde, hein, sinon on va dépasser effectivement l'horaire imparti, mais qu'il y ait de temps en temps des petits échanges, ce serait bien, mais pas trop long malheureusement. Voilà, sachant que vous aurez la possibilité d'échanger avec les intervenants. Je me tourne vers vous et vers vous, on dirait un parlement britannique. Donc, vous aurez la possibilité d'échanger, évidemment. On l'a bien vu hier, on échange des cartes, on discute, on pose des questions. Et parfois même, on va voir les ouvrages des uns et des autres, des unes et des autres aussi. Même si cette table ronde est plutôt masculine, et nous attendons une autre personne masculine. Voilà. On va aborder l'empreinte carbone et on va voir arriver des personnes essoufflées ayant beaucoup marché, voilà, sans avoir pris leur voiture. Alors, pour parler de ce sujet, qui est un sujet sur lequel on pourrait passer beaucoup de temps, mais on va essayer de respecter les 45 minutes imparties. Travail et emploi, quel modèle de travail pour demain? Alors déjà, on nous a beaucoup parlé de la flexibilité, du télétravail, du coworking, de toutes les nouvelles formes, et j'en oublie certainement. Mais comment l'angle d'attaque, si je puis dire, c'est vraiment comment la transition écologique impacte le travail, la façon dont nous allons travailler demain, à différents niveaux. Pour parler de ce sujet, je vais commencer par vous, Jean-Hervé Lorenzi. Donc, alors je ne sais pas comment on dit la formule habituelle, c'est ce qu'on vous présente, mais en tout cas, moi je vous lis depuis beaucoup de temps et je voudrais quand même rappeler, vous êtes ici au titre du Cercle des économistes, vous enseignez à Dauphine entre autres, mais vous êtes ici pour le Cercle des économistes et ce Cercle des économistes, ça tombe très bien puisqu'on est aux rencontres des Sablons. J'ai lu dans l'acte fondateur que, en substance, vous disiez le débat économique doit être ouvert pour résoudre les problèmes de la société. Plus on ouvre le débat économique, qui n'est pas réservé à certains, plus ça permet une meilleure compréhension et parfois une meilleure acceptabilité des réformes. On le voit depuis quelques mois, quelques années en France. Alors, à vos côtés, Dimitri Carbonel, que j'ai déjà croisé hier, donc, qui représente, je vous laisse peut-être vous présenter en 2 mots, hein, on n'a pas beaucoup de temps, votre think tank, puisque on découvre des think tanks, pour certains, c'est une découverte. Alors effectivement, donc, je suis porte-parole des Shifters. Alors il y a qui est associé au think tank Shift Project, hein, qui est présidé par Jean-Marc Giocovici. Juste pour faire la distinction, c'est que les Shift Project en fait œuvrent pour la décarbonation de l'économie. Et ce sont des salariés, alors que les shifters, on a un peu plus de 20 000 bénévoles qui font énormément d'initiatives différentes. Il y a des événements comme Univers Shifté, puis après, bon, sans rentrer dans le détail, mais un time to Shift, un podcast, pas mal de groupes locaux, hein, s'il y a des élus locaux ici qui sont intéressés. Hein. Donc voilà, c'est quelques initiatives. Puis juste un petit point, effectivement, il n'y a malheureusement que des hommes, mais Olivier m'a promis que l'année prochaine, il y aura nettement plus de femmes. Il y a un premier début, hein, et voilà. L'objectif, c'est qu'il y en ait nettement plus parce qu'elles sont représentatives. Hein. C'est noté. C'est noté, même si, comme je l'ai déjà dit, à la fin de cette table, de ce débat, certaines femmes, et j'en vois une en particulier qui vient d'arriver, pourront réagir. Voilà, ça sera avec important. Plaisir. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Crash ou Renaissance vers une société de boules de gui. Est-ce qu'il est là, votre ouvrage? Il est à la librairie? Oui, effectivement, c'est 2050, crash ou renaissance. Après, évidemment, la question se pose, crash ou renaissance. En réalité, le mot le plus important, c'est le mot « ou ». Alors, après, il y a boule de gui, donc je ne voulais pas faire un jeu de mots là-dessus. Mais pourquoi « ou » ? Parce qu'on a
un moment de choix. Et est-ce qu'on veut plutôt une situation, on le voit avec les agriculteurs, il y a un certain nombre de choix qui se font, mais dans d'autres domaines. Est-ce que c'est crash ou renaissance? Pour être tout à fait transparent avec vous, je pense qu'il y aura un peu des deux. Mais dans cet ouvrage, justement, et d'ailleurs en lien avec que ce soit les Shifters ou le Shift Project, dans la société Boule de Guy, il y a vraiment comment construire une société qui est résiliente, et aussi les entreprises qui sont résilientes, y compris face au changement climatique qui nous tombe dessus. On va y venir. À vos côtés, je me permets par votre prénom, David. C'est très chaleureux, c'est convivial, on s'appelle par les prénoms. David, je vous laisse vous présenter en quelques secondes. Bonjour à tous. Alors, je remplace au pied levé Shaima Benis, qui devait être là, donc, qui représentait la partie féminine du Square Center. Et croyez bien que je le regrette à plus d'un titre. Donc, je suis le responsable du Square Research Center, qui depuis hier, et en amont des rencontres, a préparé avec les organisateurs les conversations, puisque nous sommes un centre de recherche appliquée, travaillant notamment sur le travail. D'accord, et c'est vous qui allez introduire le débat. Et je me tourne vers Alexandre Carpentier, donc je vous laisse vous présenter également, c'est plus vivant, je vous laisse vous présenter. Oui, alors je suis le co-dirigeant du groupe Axis Moveus. Axis est une société qui accompagne les demandeurs d'emploi, qui travaille avec France Travail pour accompagner les demandeurs d'emploi dans leur parcours de reconversion professionnelle ou de placement dans l'emploi. Merci. David, à vous de jouer. Levez-vous, c'est mieux, c'est plus sympathique. Comme on fait d'ailleurs d'autres personnes pour introduire. Là, c'est parfait à ce stade-là. Bon, je ne bouge plus. Donc bonjour. Alors, je vais donc faire relativement bref et relativement innovant, puisque vous l'avez compris, je remplace Shaima. L'idée est assez simple. Je vais revenir non pas sur l'ensemble des théories, sur ces beaux sujets qui nous animent aujourd'hui, parce que c'est vous que Shaima allait faire de manière magistrale, mais pour revenir un peu sur nos retours d'expérience à nous, puisqu'on travaille donc au Square Management Research Center sur ces sujets de modèle de travail, d'organisation. Pourquoi on travaille sur ces sujets? Et donc c'est ça que je voudrais, pour voir si ça résonne un peu avec vos problématiques à vous dans la salle, c'est que finalement la question de l'écologie, pourquoi elle se pose dans la question de travail, c'est que non seulement ce sont des valeurs externes, vous en parlerez certainement très bien, mais qu'elles impactent considérablement les réflexions des uns et des autres sur comment on fait pour être à la fois donc plus économe, pour être à la fois plus sobre, pour être à la fois plus respectueux de nos collaborateurs, et donc on croise tous les enjeux de bien-être au travail que vous connaissez très certainement, de qualité de vie au travail. La difficulté qu'ont les entreprises, et vous nous direz tout à l'heure si c'est le cas ou pas, c'est qu'elles ont de la peine à trouver un modèle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'enseigne également, je cherche sur ces sujets, un modèle unique n'existe pas, évidemment il est adapté à la réalité de chacune des organisations. Et le problème que toutes les entreprises, nous semble-t-il, rencontrent, c'est qu'elles ne savent pas donc quels sont aujourd'hui les fondements, les piliers, comment on fait pour se projeter, pour à la fois satisfaire les collaborateurs qui sont là, pour en attirer de nouveaux, comment on fait avec les nouvelles générations, toutes ces questions que, sauf erreur de ma part, nous allons aborder juste après. Ce qui est intéressant, et comme ça je vais rapidement passer la main, ce qui est intéressant, c'est peut-être que je vous rende compte de comment donc on peut gérer ce genre de choses. Les entreprises qui, et si vous êtes là, c'est que vous vous posez le même genre de questions, lorsqu'elles sont confrontées, je regarde aussi le public de ce côté-là, excusez-moi, les entreprises s'efforcent donc d'essayer d'intégrer dans leur politique RH, dans leur politique de recrutement, dans leur politique de management, des éléments contradictoires, nouvelles technologies, respect des collaborateurs, contraintes environnementales, et ça fait beaucoup de contraintes en même temps. La solution, ça a d'ailleurs été un peu abordé hier pour ceux qui étaient là hier, c'est qu'il y a des modèles qui s'efforcent d'être un peu hybrides, de trouver des compromis, d'introduire une nouvelle manière d'être ensemble. Et pour faire bref, et pour mieux passer la parole, il y a sans doute 3 types de problèmes qui sont posés. Un, c'est quel type de récit, quel type d'imaginaire une entreprise est en capacité ou pas de proposer à ses collaborateurs. Ceux qui sont sur place et ceux qui vont venir. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et c'est une vraie question. C'est-à-dire que dans la concurrence pour les talents, dans la concurrence pour retenir ses collaborateurs, dans un contexte incertain, qu'est-ce qu'on décide de raconter pour aujourd'hui et pour demain à ses collaborateurs? Et quand je dis raconter, vous comprenez bien sûr que l'idée, c'est que si on raconte n'importe quoi ou qu'on ne tient pas ses promesses, évidemment, la promesse collaborateur ne va pas tenir très longtemps. Donc, comment fait-on pour se projeter là-dedans? C'est une super question. Je trouve ça génial qu'elles soient posées, qu'elles doivent être gérées, parce que ça oblige à passer au 2e niveau, qui est qu'une fois qu'on raconte une histoire, il faut la tenir, cette histoire. Il faut qu'elle soit congruente.
il faut qu'elle soit pertinente. Il faut que l'entreprise puisse effectivement faire les preuves de tout cela. D'autant que les collaborateurs, les réseaux sociaux, la réputation fait que si on ne tient pas ça, eh bien, les collaborateurs s'en vont, c'est la grande démission, etc., etc. On ne recrute plus, on se retrouve en difficulté. Et donc, il y a un enjeu d'organisation et de management. Et c'est là, deuxième niveau, que se pose la question de savoir comment on évolue. Il faut à la fois évoluer parce qu'on prend en compte les parties prenantes, donc tout son réseau de valeur, les fournisseurs, les clients, et donc ça change totalement la manière dont le management est posé. Qui est concerné par le management? C'est plus seulement les collaborateurs, c'est l'ensemble de l'écosystème. Et donc là, ça pose des questions assez nouvelles qui font des RH souvent une fonction stratégique de l'entreprise, et certains d'entre vous en témoigneront peut-être, s'ils le veulent bien, y compris les femmes, hein, pour qu'on puisse un peu compenser tout ça et qu'on puisse hybrider les choses. Le fait est que les RH s'efforcent d'inventer une fonction stratégique, et c'est pas facile parce que les codes posent question. Et donc le troisième niveau, c'est avec qui inventer ça? Est-ce que ce sont les RH tout seuls, ou est-ce que ce sont les RH avec des intervenants extérieurs, avec par exemple des think tanks, avec de nouvelles idées? Comment on les fait vivre? Et c'est là que ce qui est intéressant, c'est que en termes d'innovation managériale, hein, pour lâcher le grand mot, en termes d'innovation des modes de travail, étant donné qu'on n'est plus sur une entreprise qui gère ses collaborateurs de manière un peu fermée, mais qu'on est sur des écosystèmes ouverts, eh bien on se rend compte qu'il faut agréger et donc faire vivre des écosystèmes innovants. Et donc je vais m'arrêter là, sinon je vais me faire gronder par Gilles. Mais ce qui est vraiment passionnant, et je serai en tout cas moi le premier à être intéressé par ce qui va être dit maintenant, c'est que le grand enjeu des entreprises aujourd'hui, c'est d'être effectivement capable de faire vivre de manière harmonieuse ces écosystèmes externes sans se perdre, parce qu'il y a toujours des enjeux de rentabilité, de performance. Les DRH ils doivent bien rendre compte des problématiques auxquelles les entreprises sont confrontées. Donc, ce que je trouve passionnant aujourd'hui, c'est comment les organisations s'efforcent à la fois de respecter les principes du vieux monde, performance, efficacité, rentabilité, ROI, d'accord, retour sur investissement, et les enjeux nouveaux écologiques au sens très large, humanistes au sens large, qui sont désormais beaucoup plus pris en compte. Voilà, j'ai voulu lancer les choses. Merci David. On attend Ferrol Delmas, hein, j'espère qu'il va bien arriver. Jean-Hervé Lorenzi, qu'est-ce que ça vous inspire, cette première intervention? Vous connaissez ce sujet par cœur. Voilà, pour lancer le débat, en fait, qu'est-ce que vous auriez envie de dire? Je vais lancer en étant un peu provocateur par rapport à David. Le discours de David est très stimulant, très positif, très... au fond, avec des questions auxquelles je suis évidemment, les trois questions, incapable de répondre. Trois questions, puisque je pense qu'il y a plusieurs préalables. Le premier préalable, on va plonger dans la société française d'aujourd'hui, telle qu'elle est, et telle que le débat dans notre pays se développe. Souvenez-vous, la première intervention sur le marché du travail en France, importante, ça a été l'intervention de Jérôme Fourquet, vous vous en souvenez, sur est-ce que nous sommes tous des flemmards? Et la question qui était posée, que je trouve stupide, mais ça c'est un autre problème, reposait sur l'idée qu'on avait énormément d'emplois qui étaient non satisfaits. Donc, plus exactement, il semblait qu'il y a une grosse difficulté à pouvoir, et qui continue d'ailleurs, à pouvoir trouver des qualifications. Le deuxième aspect, c'est qu'on retrouvait les chiffres, vous vous souvenez, nous on a 120 heures de moins que les Allemands, donc, etc., etc. Enfin, tout le discours, plus cette histoire d'arrêt maladie qui concernait, de mémoire, presque un salarié sur deux. Nous accueillons Ferrol Delmas, excusez-moi Monsieur Lorenzi, bienvenue. Merci beaucoup, désolé pour le retard. Vous avez fini en jogging? Un peu en courant, oui, il y avait un petit problème à la station. Pour présenter Écologie Responsable, on en parlera juste après. Je vous laisse reprendre, pardon. Donc, première remarque, premier préalable, le fait qu'on s'interroge sur l'idée globale que la société française est-elle une société qui refuse aujourd'hui le travail? Enfin, quand on dit ça, c'est beaucoup trop simpliste, mais qui a un recul par rapport au travail. Alors, la flemme, je ne vois pas pourquoi les gens seraient devenus plus flemmards aujourd'hui que hier. Vous l'êtes vraisemblablement, je le suis, les écologistes là le sont aussi, donc tout le monde était flemmard, c'est la vie, tant mieux, mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui, au-delà des questions que vous avez posées, qui sont
vachement sympas, mais qui me paraissent un tout petit peu abstraites. Pourquoi est-ce que dans la société française, il y a, à la suite de la Covid, au fond, cette réaction par rapport au travail qui est, j'allais dire en tous les cas, qui pose problème. Ça pose d'autant plus problème qu'en même temps, malheureusement, je suis un économiste, donc je vais faire un petit détour par l'économie, mais à la fois, il y a eu beaucoup de création d'emplois, vous vous en souvenez, création d'emplois, mais productivité nulle, tout simplement parce que les emplois sont non qualifiés. Excusez-moi, mais ce n'est pas tellement le sujet de savoir comment on leur raconte un récit, mais c'est... Et qu'on avait le sentiment que productivité faible, ça veut dire croissance faible, qu'on constate, ça veut dire création d'emplois à venir faible, ça veut dire que la question du récit devient un peu, j'allais dire, après. C'est bien pour le sommet, mais comme vous savez, nous autres économistes, on est très frappés par la dualité du marché du travail. Il y a à la fois nous, tous, là, beaux, sympathiques et sans problème, et puis il y a l'immense catégorie des non-qualifiés qui, eux, ont une difficulté. Alors, quelle difficulté ont-ils? Et puis, je termine là-dessus, parce que je vais faire une proposition à la fin, parce qu'au fond, les économistes, ça ne sert à stimuler le débat si ils font des propositions. Il y a 3 interrogations qui se posent sur le travail et comment est-ce qu'on peut améliorer ou, j'allais dire, dépasser cette crise du travail telle qu'on la perçoit aujourd'hui. Le premier aspect, c'est que beaucoup de travaux sont déconsidérés. Moi, je ne sais pas si vous vous souvenez que pendant la Covid, on était tous sortis sur nos balcons pour applaudir avec les casseroles. Voilà, tout ça, on était tous. Et puis, objectivement, ce matin, vous n'êtes pas levé en disant je vais applaudir. Peut-être qu'on va s'applaudir nous, mais on n'a applaudi personne. La deuxième remarque, c'est que, problème de rémunération, et avec mon ami Olivier Babot, on a longuement discuté de la répartition de salaire et des profits, mais comment est-ce qu'on augmente? C'est très compliqué, hein, augmenter, mais il y a quand même, c'est une des choses intéressantes qu'a dit le Premier ministre, la smicardisation de la société française, elle est quand même très frappante. Ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont des rémunérations qui sont pas top de chez top. Puis le troisième sujet qui est le plus important, et c'est là-dessus que je vais faire une proposition, mais je fais du teasing là pour tout à l'heure, c'est cette idée que quand vous êtes scotché par exemple dans un positionnement de non qualifié, vous l'êtes pour toute la vie. C'est-à-dire que la smicarisation, c'est d'abord, le fait qu'une partie très importante de la population se retrouve rémunérée dans des conditions qui sont en fait assez limitées et faibles. Et deuxième, alors il y a une protection sociale, enfin il y a des tas de choses dans notre société, mais enfin bon, il s'avère qu'il y a ce problème-là. Mais c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est quand vous êtes non qualifié, dans la société française, vous n'avez aucune chance de pouvoir évoluer. On peut leur raconter ce qu'on veut aux gens. La réalité, c'est que vous êtes condamné à rester dans cette circonstance. Et c'est là-dessus, à mon avis, que la réticence de toute une partie de la population, et notamment la population jeune, lorsqu'on regarde dans les chiffres, c'est le fait que pour les gens, disons, bien formés dans les filières, etc., tout ça se porte bien, mais une très grande partie de la population jeune, c'est qu'elle rentre sur un marché du travail dont elle ne sortira pas en termes de positionnement. Et donc, elle est scotchée dans cet univers. Et c'est, de mon point de vue, le sujet clé qu'il faut essayer de résoudre. Puis après ça, on ira s'applaudir, nous, parce que ça m'a frappé quand même. Et je me dis, bon, c'est pas top d'applaudir des gens à un moment et puis les applaudir après. Merci, M. Lorenzi. Après, là, c'est le pourquoi et le sens, les enjeux, et après, on parlera plus du comment vers la fin. Dimitri Carbonel, comment vous réagissez à ces propos? Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion, puisqu'il pourrait nous aider à y voir? C'est tellement compliqué. Quelqu'un hier disait qu'il faudrait une révolution managériale en France. Alors, première chose, moi je suis en fait beaucoup plus en phase avec David. Pourquoi? Parce qu'il y a 30 ans, quand on rentrait dans une entreprise, on se disait, tiens, on va avoir du mieux-être par la suite. Aujourd'hui, quand on entre dans une entreprise, c'est pas du tout évident que dans 10, dans 20 ans, on ait du bien-être. Hein. On se pose quand même pas mal de questions, notamment avec le changement climatique, chute de la biodiversité, etc. Et donc le sens, on va pas nécessairement l'avoir de la société, hein, mais c'est potentiellement à nous ou au collectif
de pouvoir trouver du sens dans son travail. Et d'ailleurs, il y a pas mal d'associations, hein. Il y a les Shifters, il y a Pour un réveil écologique, les collectifs ou un syndicat qui s'appelle Printemps écologique, hein, si vous voulez trouver du sens dans votre travail, parce que souvent le sens... Il y a nous aussi. Et, bien sûr, je vais t'en parler après. On va venir à vous. Et ce que je veux dire par là, c'est que ce sens, d'ailleurs, il n'y a pas un seul récit. Il y a de multiples récits qu'on va plus ou moins adopter ou qu'on va, auxquels on va adhérer, qui va faire qu'on va aller dans un sens plutôt que dans un autre. Donc ça, c'est une première chose. Deuxièmement, le titre de la conférence est « Décider dans un monde incertain ». Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle. Il y a 3 choses dont nous sommes certaines, 3 contraintes qui vont fondamentalement changer l'emploi. La première, c'est la contrainte de la décarbonation, parce qu'on voit bien, et d'ailleurs ce n'est pas que la décarbonation, il y a aussi, concernant la biodiversité, c'est le fait de devoir réduire à la fois nos émissions de CO2, parce que vu comme ça se passe, ça va devenir de plus en plus compliqué, il sera plus difficile de s'adapter, mais aussi notre empreinte environnementale de manière globale. Ça, c'est la première chose qui est certaine. La deuxième chose aussi qui est certaine, c'est que c'est la raréfaction des énergies fossiles. Concrètement, ça veut dire quoi? C'est que ça va coûter ou ça va demander de plus en plus d'énergie pour récupérer l'énergie. Aujourd'hui, environ, il faut 15 barils de pétrole, 15 à 20, en moyenne, pour sortir 100 barils de pétrole. En 2050, ce sera de l'ordre de 50. Donc on voit qu'il y a un souci parce que ça va coûter de plus en plus cher. Qui dit plus cher, ça veut dire qu'on va peut-être utiliser moins de machines, ou il va falloir faire appel au travail manuel. Quand on pense aux agriculteurs et la machine, il y a une problématique par rapport à ça. Et il y a une troisième contrainte, c'est celle du changement climatique et des répercussions qu'on va avoir par exemple au niveau de la canicule. Si vous êtes dans la construction, travailler en juillet et en août, ça va être compliqué. Si vous construisez une usine de semi-conducteurs ou une usine de batteries et que malheureusement, pas de bol parce que ça demande beaucoup d'eau, eh bien, vous n'ayez pas suffisamment d'eau, peut-être va falloir arrêter votre fabrication de semi-conducteurs, de batteries ou d'autres industries. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des industries qui vont être gagnantes et des industries qui vont être perdantes en termes d'activité. Perdantes, souvent on pense à l'automobile, l'aéronautique, mais la construction aussi. Gagnante, ça va être beaucoup plus dans la rénovation énergétique, ça peut être dans les mobilités douces, dans l'agriculture, dans tout ce qu'on appelle l'économie circulaire, la réparation. Après, pour passer de l'un à l'autre, c'est pas simple. C'est pas simple parce que d'un côté, on a des problématiques de compétences. On a des problématiques aussi d'attractivité. Je pense que dans la salle, il n'y a pas tant de monde que ça qui veuille devenir agriculteur parce que les conditions sont difficiles, c'est mal payé, c'est mal valorisé. Pourtant, on a besoin de plus de bras. Pourquoi? Parce qu'on va manquer d'énergie. Et puis, il y a aussi une question de bassin d'emploi. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, si vous êtes dans la région toulousaine, gros secteur aéronautique, il faut voir si on arrive à... et que l'aéronautique, effectivement, diminue, ce qui est comme probable à un horizon 10-20 ans. Par contre, on va le remplacer. Est-ce que ce sera suffisant? Est-ce qu'il faut faire bouger les gens? Et là-dessus, le Shift Project... Vas-y. On peut parler aussi des nouveaux métiers qui vont naître dans la filière agricole aussi. Bon, c'est exactement ça. C'est l'actualité, mais on ne va pas tout de suite. Je vous laisse terminer. Oui, pour terminer par rapport à ça... dans le cadre du Shift Project et des shifters, on a vraiment une vocation de proposer des solutions. Et notamment, ça va tourner autour de 3 sujets. Le premier, c'est déjà d'anticiper. C'est de prendre conscience dans chacune de nos industries ce qui va se passer. Par exemple, on a évalué, alors c'est grosso modo, qu'il y aurait jusqu'à 2050 environ moins 800 000 emplois à cause effectivement des contraintes dont je vous ai parlé. C'est probable que ça soit peut-être plus, malheureusement, mais bon, c'est un premier chiffre. Et qu'il y aurait environ plus 1,1 million d'emplois de nouveaux. Après encore, est-ce que c'est 1,1 ou 1, c'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est pour donner un ordre de grandeur. Et là, quand on commence à regarder au niveau des secteurs, eh bien, on a évalué que c'était moins 300 000, par exemple, dans le domaine de l'automobile. Par exemple, dans le domaine de la construction, c'est environ moins 1,9, mais de l'autre côté, de la rénovation énergétique, c'est plus 0,9. Il y a d'autres choses, le fret routier, c'est quand même un certain nombre d'emplois en moins. Donc, mais le fait de se dire « Ah mince, on va avoir une réduction du nombre d'emplois », eh bien, ça permet de commencer à se mettre en place pour changer les choses. Et là, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être faites au niveau individuel. Je vais prendre quelques exemples. Individuel, il y a ce qu'on appelle le CPF ou le projet de transition professionnelle qui... On pourrait aujourd'hui, il y a beaucoup de CPF qui sont utilisés pour avoir le permis moto.
ça pourrait être pas mal, hein, qui pourrait être utilisé pour apprendre à effectivement apprendre de nouveaux métiers, de nouvelles compétences dans le domaine de tout ce qui est industrie verte notamment, ou dans le domaine agricole ou d'autres. Il faut que ça corresponde au vélo ou peu importe. Mais ça pourrait être fléché, ou peut-être est-ce qu'il faudrait donner plus de crédit, des choses comme ça. Sur le plan de l'entreprise, là aussi, il y a un certain nombre de dispositifs. Il y a un dispositif qui s'appelle transition collective. Lorsqu'une entreprise identifie qu'il y a des emplois qui sont fragilisés, eh bien, elle peut être aidée pour que la personne ait des capacités pour changer de secteur. Mais là aussi, le problème, c'est que... je vais aller court parce que j'ai l'impression que tu es impatient. J'ai quasiment terminé. Et donc, le point, c'est vraiment de se dire comment est-ce que ces personnes peuvent avoir une vision... comment est-ce qu'on peut faire pour que ces personnes, de manière beaucoup plus large, dans l'automobile ou d'autres, on puisse voir les compétences et potentiellement aller vers d'autres secteurs. Et un troisième point, dernier point, c'est les territoires. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises dans les territoires ne savent pas quelle est l'entreprise qui est à côté et ne savent pas que potentiellement les compétences qu'elles ont chez elles pourraient être utilisées à côté. Alors on a vu quelques éléments au niveau de la Covid qui ont permis de faire bouger les choses. Et là, les territoires ont un vrai rôle pour faire travailler ensemble avec potentiellement, il y a le MEDEF ou le CGD ou d'autres, pour faire travailler ensemble, pour dire quels sont les besoins, quelles sont les ressources, qu'est-ce qui va se passer si on part tel ou tel type d'emploi. Et ça, je pense que cette cohérence, cette coordination, cette coopération, elle est indispensable. Et pour éviter un peu ces strates qu'on a, eh bien, sans doute, il faudra peut-être avoir une vision plus projet, où il y a des personnes, une équipe qui disent, de différents types d'administrations, d'entreprises, fassent cette partie projet, indépendamment d'où est-ce qu'elles viennent, leur objectif, c'est, OK, on a tel secteur ou tel domaine où on va diminuer en termes d'emploi, comment est-ce qu'on fait pour effectivement faire évoluer les choses et les faire travailler en amont. Ce n'est pas uniquement à la fin du projet, dire, écoutez, on voudrait bien que vous travailliez là-dessus. Et il y a, promis, c'est le dernier point, je pense qu'il y a aussi un rôle, c'est Thibaut Guy qui est à la tête de France Travail, eh bien peut-être qu'il faudrait réfléchir à ce que France Travail n'interviennent pas uniquement lorsque les personnes sont au chômage, mais en amont, pour vraiment agir là. Pour anticiper en prévention, en quelque sorte. C'est exactement, c'est vraiment de la prévention. Le territoire comme ensemblier et non pas comme un millefeuille. C'est tout à fait ça. Voilà, M. Fromentin n'est pas là, mais il apprécierait votre intervention sur ce point-là. Ferréol Delmas, vous êtes une sorte de porte-voix de cette jeunesse qui essaie de s'insérer. Il y a aussi une jeunesse qui n'est pas insérée du tout. On en parlera tout à l'heure, qui est hors des radars. Il faudra en parler aussi. Je vous laisse réagir rapidement. On est pris par le temps. Je vais vous parler d'un temps que les plus de 20 ans ne peuvent pas connaître. Je vais vous parler d'éco-anxiété. Alors, pour faire le point, je ne suis pas un affreux marxiste, puisque je dirige un think tank qui s'appelle Écologie Responsable, qui se considère comme libéral et enraciné. Donc c'est pas trop. Je suis plutôt dans le camp des libéraux que des marxistes. Mais vous n'avez pas le poster de Greta dans votre chambre. J'ai pas le poster de Greta Thunberg dans ma chambre. Mais ce que je remarque aujourd'hui, quels que soient les courants politiques, quelles que soient les vision de société, c'est qu'il y a une éco-anxiété qui est galopante chez les gens qui ont plus ou moins mon âge. Moi, j'ai 26 ans, je commence à perdre mes cheveux, mais j'ai 26 ans. Et donc, c'est une éco-anxiété. En fait, qu'est-ce que c'est que l'éco-anxiété ? C'est le fait d'avoir peur pour l'avenir, pour la planète, avec le réchauffement climatique. Donc, ça peut paraître très étonnant pour beaucoup de personnes, notamment chez les personnes les plus âgées, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et par rapport à cette éco-anxiété, il y a la question du travail. Autour de moi, quand je discute avec beaucoup de jeunes, de droite, de gauche, du centre, il y a la question du sens dans le travail. Et vous avez, je sais, sûrement beaucoup de chefs d'entreprise, vous devez avoir un taux de rotation des salariés qui doit être hyper important. Le taux de rotation moyen, je crois qu'il est de 15% en France, ce qui est quand même déjà beaucoup, et chez les jeunes, ça monte à 40%. Donc c'est quand même des chiffres qui sont assez frappants. Et dans les gens qui ont mon âge, et alors plus vous descendez bas, plus c'est impressionnant. Les gens restent 6 mois, 1 an dans les boîtes, parce que la boîte est pas assez écolo, parce qu'ils ne trouvent pas de sens dans leur travail, parce qu'on leur demande juste de faire des tableaux Excel, et puis changer de boîte, il n'y a pas d'esprit de corps. Et donc nous, on a développé une idée chez Écologie Responsable. Donc on est un think tank d'à peu près 500 membres, plutôt libéraux, en ville et aussi dans les, j'aime pas le mot, mais dans les territoires, en province, pour développer des idées qui soient positif pour la planète et conciliable avec le modèle économique.
Et dans ce cadre-là, on a développé donc, une idée. On a développé plusieurs idées. Et donc, on a développé notamment l'idée d'un congé de solidarité écologique, c'est-à-dire de permettre, ça va te plaire Dimitri, c'est de permettre à des jeunes notamment de pouvoir partir 15 jours par an pour travailler pour des organisations écologiques, des ONG, des think tanks, pour en fait donner un sens à cette éco-anxiété, tout en continuant à travailler à côté. En fait, c'est permettre, alors c'est pas forcément 15 jours au plein, mais c'est donner un temps par semaine, par exemple quelques heures, pour une association écologiste, pour aller ramasser des déchets, pour aller faire des formations de fresques du climat. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que la fresque du climat. C'est en fait des formations, c'est beaucoup de jeunes qui s'investissent là-dedans, pour apprendre à la multitude comment se former aux enjeux écologiques. Et en fait, cette jeunesse a besoin à soif, voilà, justement de défense de la planète et de permettre à ces jeunes de pouvoir, à côté de leur travail et dans le cadre de leur travail, de le faire conjointement, d'avoir un engagement écologique et d'être dans l'entreprise. Je pense que ça peut être un bon impact pour les entreprises. Et on a parlé à pas mal de chefs d'entreprise. Alors quand on en a parlé au MEDEF, au départ, ça a un peu hurlé. Mais après, voilà, en expliquant, et puis on en a parlé à Éthique aussi, donc qui est un mouvement patronal. Et en fait, nous, ce qu'on a remarqué, c'est que les salariés, on a fait un peu des sondages chez les jeunes, les salariés à qui on donnerait cette chance, cette possibilité, seraient beaucoup plus attachés à la boîte dans laquelle, la boîte qui proposerait ça, et la boîte augmenterait sa productivité, parce qu'on ne va pas se mentir, un jeune aujourd'hui dans une boîte qui ne lui plaît pas, avec le télétravail, la visio, la probabilité, qu'il parte, qu'il soit beaucoup désinvesti dans son travail est très importante. Et donc, en lui donnant cette chance, vous augmentez la productivité du salarié et vous lui permettez aussi de se sentir engagé dans un projet qui dépasse juste la ligne budgétaire de l'entreprise. Merci beaucoup. De l'écologie positive. Alexandre Carpentier, vos salariés, ils sont un peu dans ce registre, ils sont comme ça? Ouais, nos salariés sont sur ce registre-là, mais on a beaucoup parlé du sens du travail de demain du point de vue de l'offre. Nous, nos salariés, ils s'occupent de demandeurs d'emploi dans 200 agences en France. Donc, nous, on a plutôt le point de vue de la demande de travailler. Et il faut aussi se préoccuper de la demande qui évolue aussi beaucoup. 3 millions de demandeurs d'emploi en catégorie A, 5 millions si on prend en BSC, 1 200 000 bénéficiaires du RSA pas encore inscrits chez France Travail mais qui le seront bientôt, 700 000 demandeurs d'emploi des catégories DE, 800 000 ayant droit au RSA qui sont en dessous des radars. Ça fait à peu près 8 millions de personnes aujourd'hui en âge de travailler et qui ne travaillent pas en France. Et donc notre boulot, c'est d'essayer de faire en sorte de les amener sur le marché du travail, avec quelque chose qui a changé fondamentalement depuis le Covid. Alors c'était probablement sous-jacent, mais effectivement le rapport du sens au travail a beaucoup changé, y compris pour nos demandeurs d'emploi. C'est plus stigmatisant aujourd'hui d'être au chômage, c'est une donnée quasiment paramétrique. Donc le demandeur d'emploi arbitre pour lui-même, c'est le meilleur économiste du monde quand il raisonne pour lui-même d'abord. Donc il fait du travail une activité. Alors c'est plus le sens cardinal de la vie que d'avoir du travail. Quand on était jeune, on voulait changer le monde et on nous disait trouve d'abord un travail et tu construiras ta vie autour. Et aujourd'hui, on essaie de trouver l'activité, salariée ou pas d'ailleurs, le travail qui s'accommode bien d'un projet de vie. Donc ça, c'est effectivement vrai, et pas que chez les jeunes d'ailleurs, chez tout le monde. Après, les personnes qu'on accompagne, nous, c'est plus de 50% de bac et infra chez les demandeurs d'emploi. Alors pour eux, c'est plutôt la fin du mois avant la fin du monde. La question écologique, elles ne reviennent pas très souvent. Donc, un des enjeux du travail de demain pour nous, c'est aussi de se préoccuper de la question de la demande de travail et d'arrêter d'en faire une question morale. Si on ne travaille pas, c'est qu'on est flemmard. On s'en fout, c'est pas notre sujet, nous. Ça passe par quoi? Comment vous faites? Essayer de convaincre que le travail, c'est la santé pour les demandeurs d'emploi et de leur faire comprendre à quel point ils ont plutôt intérêt à être sur le marché du travail qu'en dehors. Et de ne pas raisonner sur du court terme, mais plutôt du long terme. Donc ça, c'est l'enjeu numéro 1, et c'est beaucoup plus difficile qu'il y a 4-5 ans avant le Covid, parce qu'il faut déjà convaincre les demandeurs d'emploi d'intégrer le marché du travail, parce qu'il n'y a plus cette pression sociale qui fait « Oh, tu es un chômeur, tu es en dehors du système ». C'est plus le cas aujourd'hui, et peut-être c'est tant mieux, parce que ça met moins de pression sur les demandeurs d'emploi, mais ça nécessite un effort de conviction beaucoup plus fort de la part de nos consultants. Jean-Hervé Lorenzi, qu'est-ce que ça vous inspire? Je suis ravi qu'on vienne aussi sur ce que nous on appelle finalement l'offre d'emploi. Hein. C'est le fait que, moi je suis passionné par ce que vous avez dit, mais il faut toujours un peu nuancer les sujets, les remettre dans un principe de réalité. La réalité, c'est quand même 5-6 millions de personnes qui en France sont
en fait en situation de complexe par rapport au travail, dans des conditions qui sont... Enfin, je ne vais pas vous pleurnicher sur la situation actuelle, mais il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans des situations difficiles et où les questions que vous posez sont un peu ce qu'avait dit David au début, sont très passionnantes, mais on ne peut pas totalement éliminer la réalité de ce qu'est la société française et le rapport au travail. Par rapport à ça, je prends un exemple qui va peut-être nous faire coïncider, nous faire converger vers les uns et les autres. Il y a la transition environnementale, enfin, la transition, c'est un des sujets. Il n'y a pas que ce sujet-là. La transition démographique, c'est énorme ce que ça va coûter. Ce que nous, on a fait les calculs, ça coûte en fait plus cher que la transition environnementale telle que Pisani-Ferry l'a calculé. Alors, lui, à 66 milliards. Nous, on est à plus, en 10 ans, annuellement, à plus de 100 milliards de plus uniquement pour prendre en charge la dépendance, le vieillissement, etc. Ce qui est quand même vraisemblablement le sujet aussi important. Comment est-ce que le monde fonctionne par rapport au vieillissement, c'est majeur. Aujourd'hui, on dit, vous vous souvenez, on va créer 500 000 emplois, 600 000, 700 000 emplois dans ces métiers-là, qui sont des métiers du vieillissement. Aujourd'hui, il n'y a pas une proposition du côté des salariés, il n'y a pas une demande pour aller travailler dans un EHPAD ou travailler. Pas une. Pas une. Tout simplement parce que, je reviens à mes questions, c'est mal rémunéré, c'est horrible, c'est très difficile comme métier, et ça n'a aucune perspective. Donc on est sur un sujet où, vous voyez, il y a à la fois tout ce que vous avez dit qui est juste, le sens, même si vous êtes non marxiste, vous l'êtes quand même un petit peu dans ce que vous avez dit. Il faut faire attention, parce que vous êtes jeune, mais vous savez tout. Faites attention, on a tous un petit marxiste qui sommeille en nous. Mais il y a aussi la réalité de la situation. Alors moi, ma proposition, parce qu'il faut qu'on fasse des propositions, c'est, je pense que la difficulté sur le marché du travail, on peut dire d'ailleurs qu'on peut l'appeler le sens, mais au sens vraisemblablement un peu plus large que celui d'être pris exclusivement de vivre à travers l'éco-anxiété, qui est un des sujets, mais il n'y a pas que celui-là dans la vie, c'est que pour une partie très importante des gens qui sont salariés, il n'y a aucune perspective. Je reviens sur l'idée, ça c'est la réalité du marché du travail dans notre pays. On peut imaginer tout. Vous avez cité à juste titre le problème des agriculteurs, mais avant que vous arriviez à trouver des dizaines de milliers ou centaines de milliers de personnes qui se disent « je vais prendre le risque » et il y a une perspective, il n'y a pas de perspective. Donc évidemment qu'ils ne vont pas y aller. C'est comme ça, c'est la réalité. Et donc, l'idée que la chère transition démographique a eue, elle revient à se dire que, au fond, pour les gens très qualifiés, on leur dit en permanence « c'est formidable, vous aurez 10 jobs, etc. » Mais ça, c'est 10% de la population. Le reste, il y a un job qui ne les intéresse pas. D'où d'ailleurs, je vous rappelle, l'énorme difficulté sur le taux d'activité des seniors. Pourquoi nous sommes le seul pays en Europe qui finalement a ce taux d'activité si faible des seniors, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas envie, point. Alors c'est pas des jeunes et c'est pas uniquement un problème de sens, c'est que ça n'a aucun intérêt. C'est mal rémunéré. Je reprends, mal rémunéré, pas de perspective et pas de considération. Alors je vais vous dire, c'est ça quand même l'essentiel du problème du marché du travail dans notre pays. Et donc l'idée que nous avons eue, que nous défendons, c'est cette idée qu'à 50 ans, alors il y a eu un grand débat sur le moment où il faut le faire, mais on donne non pas un congé tous les ans de 15 jours, parce que déjà on travaille pas beaucoup en France et on a quand même quelques déficits qu'il va falloir résoudre, mais si en plus on colle 15 jours de plus de vacances par rapport au RTT, par rapport aux 120 heures, etc., je vous garantis, on est plombé pour les années qui viennent. Il faut quand même être un tout petit peu réaliste sur les sujets. Nous, notre idée, c'est de se dire, on donne à 50 ans, ça peut être 49, ça peut être 51, ça peut être 45, au débat, un mois maximum d'arrêt, que l'on appelle un congé de réflexion, qui n'est pas une évaluation des jobs des gens, parce que
pour des gens qui sont non qualifiés, l'évaluation de leur job, c'est tu es voiturier, est-ce que tu mets bien la voiture? Il y a quand même beaucoup de jobs qui sont là-dessus, hein, qui sont dans ces domaines-là. C'est de se dire, en dehors de leur entreprise, puisqu'ils n'oseront jamais exprimer leur mauvaise perception, mais on donne la possibilité, ça devient même obligatoire, on donne finalement une perspective de remettre à plat ce que les gens souhaitent avoir, soit comme évolution de leur carrière. Et il y a une deuxième carrière à partir de 50 ans. Les gens travailleront jusqu'à 65, 67, 68 ans dans les années qui viennent. Donc, vous êtes parti pour une très longue période. Donc c'est au fond cette seconde partie de la vie qu'on prend en compte. Soit ils ont envie de poursuivre, soit 10, 15%, 20% sont satisfaits de ce qu'ils ont. C'est généralement c'est nous. Mais le reste, c'est moins rigolo. Voilà. Donc, on leur dit, au fond, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quelle serait la formation? N'oubliez jamais qu'à partir de 53 ans, dans nos entreprises, si sympathiques nos entreprises, il y a on vire tous les gens à partir de 55 ans. On les met au chômage. C'est quand même ça la réalité de la société française. 2, à partir de 45 ans, plus de formation qui est pour un véritable objectif de permettre aux gens de progresser ou de maintenir leurs compétences. En général, il y a les cadres, ils font de l'anglais, parce qu'ils sont pas, ou une autre langue, mais le reste, rien. Donc on permet aux gens finalement de se plonger, de se donner une perspective, qui est une perspective pour cette seconde carrière. Et s'ils souhaitent, ce que beaucoup d'entre eux souhaitent, faire évoluer ou changer finalement de job, hein, évoluer, on regarde comment on peut le faire, peut-être l'accompagner avec une formation continue qui serait, ou une formation qui permettrait cet aspect-là. Ça changerait de manière formidable la société, ça redonnerait une perspective à des jeunes. Je rappelle juste ce chiffre, parce qu'il faut aussi revenir à la réalité. 1,5 million de jeunes qui sont 1,5 million, comme vous, le même âge, hein, enfin que vous, 26 ans, qui sont complètement désocialisés. 1,5 million. Qu'est-ce qu'on en fait de ces 1,5 million? On leur raconte qu'il y a un problème d'éco-anxiété? Pas leur sujet. Ils sont complètement en dehors du jeu. Il y a une expression, on les appelle comment déjà? Voilà. C'est pas très Donc bon ce que je voudrais, c'est défendre l'idée que le problème clé dans la société française, c'est celui de la perspective d'avoir une trajectoire, avoir une perspective, ce qui est le cas pour les gens qui sont qualifiés, pas ceux qui sont non qualifiés. Et donc c'est ce cadre-là et cette perspective-là que je pense on pourrait monter à travers cette affaire. J'ai d'ailleurs constaté, puisque je suis passé devant pas mal de commissions parlementaires, que c'est en tout cas je ne dis pas que l'idée est bonne, mais en tout cas c'est un problème que l'ensemble de nos élus, au fond, perçoivent comme étant vital. Pourquoi est-ce que les gens, les Français, ne veulent pas travailler comme les autres pays européens aussi longtemps? Pourquoi? Pourquoi les jeunes n'ont pas envie de rentrer sur le marché du travail? Pourquoi il y a des arrêts maladie comme il n'y en a dans aucun autre pays au monde? C'est une réalité dont il faut se saisir. Il y a le pourquoi, il y a le comment, et vous avez lancé des moi, pistes. j'ai lancé une idée, cher ami. Comment? J'ai lancé une idée. Il y a une idée, c'est ce que je disais. Je me suis permis juste de revenir C'est l'intérêt des rencontres. Ce qu'un malheureux petit économiste connaît de la réalité du marché du travail dans notre pays. Et merci d'avoir rappelé ce 1,5 million de personnes sous les radars. Je cherchais le terme qu'on emploie à leur égard. C'est un terme, j'ai oublié. Voilà, les NEETs, voilà, exactement. Dimitri, alors très rapidement, parce qu'on approche de la fin. Oui, il y a un point qui est essentiel, c'est offrir des passerelles. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont comme dans des impasses parfois en termes de métier. Et pour reprendre d'ailleurs l'exemple de Feriol, ce n'est pas nécessairement des ONG, mais on peut très bien imaginer qu'une personne qui travaille 4 jours, le 5e jour, elle soit payée, mais potentiellement elle soit payée par exemple pour travailler pour une autre entreprise dans un autre secteur. Il y a aussi des groupements d'employeurs. Il y a des moyens pour ouvrir un peu les chakras des personnes qui sont habituées d'aller dans un silo. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, je pense qu'il y a une initiative qui s'appelle des territoires zéro chômeur longue durée, avec bien sûr, il y a une problématique de financement, mais c'est très intéressant parce qu'il y a une approche territoriale de concertation qui pourrait être utilisée aussi bien de manière globale pour l'emploi, mais aussi pour les emplois autour des emplois durables. Donc c'est 2 pistes aussi que je voulais ajouter.
Quand je vous écoute quand même, et j'imagine c'est pareil pour le public, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de pistes de solutions. Il y a des think tanks depuis hier, hein, ça n'arrête pas, des propositions, des pistes. Ça donne de l'optimisme en ce moment. Mais il y a la question du on dont parlait M. Lorenzi. Vous avez dit on pourrait. Et comme pour les territoires, est-ce qu'il ne faudrait pas vraiment se regrouper, c'est ce qu'on fait ici, hein, mais massivement pour faire bouger les choses. Il y a tellement d'idées nouvelles. Il y a une question de responsabilisation. Hein. Si on attend tout de l'État, je suis désolé, mais on est mort. Ça veut dire qu'effectivement, l'État peut faciliter les choses, peut cadrer les choses, ça c'est clair. En revanche, c'est nous, que ce soit dans nos entreprises, dans nos territoires, hein, on est des citoyens, on peut voir les élus, on peut voir les entreprises, on peut échanger avec elles. Enfin, c'est notre responsabilité, bon Dieu. Enfin, je veux dire, derrière, on peut changer les choses. Et si on attend que tout nous vient, tout cuit dans le bec, ça ne marchera pas. Donc vous êtes prêts, vous êtes dans les starting blocks. David, ouais. Je voulais juste compléter, c'est ce que disait Alexandre. Comme je suis un peu optimiste, et pourquoi je suis optimiste parce que les entreprises en sont de plus en plus conscientes. Il y a 2 termes clés que je vais utiliser, que vous connaissez tous, qui sont plutôt à la mode, mais qui sont de bons indicateurs. RSE et impact. Aujourd'hui, nous, ce que l'on voit, alors on pousse, comme vous, hein, à notre niveau, on pousse et on travaille avec elle s'efforce de contribuer à la transition écologique. C'est-à-dire qu'elle s'interroge sur comment faire. C'est un point de départ. Et à partir de là, la question, c'est que justement, ce n'est pas simplement interne à l'entreprise, je l'ai évoqué tout à l'heure rapidement en introduction, mais c'est aussi au-delà. Quel impact social, quel impact d'intégration, quel impact d'inclusion. Et donc ces sujets-là sont sur l'agenda. C'est la raison pour laquelle toutes ces bonnes idées que nous avons vocation à contribuer à alimenter ensemble sont en cours d'interrogation, attendent des réponses, attendent des décisions. Et donc je trouve ça super, effectivement, que ce débat ait lieu. Ferréol. Oui, alors j'aimerais juste, je suis assez d'accord avec en partie avec votre analyse sur une chose, c'est que la question bien sûr de l'éco-anxiété, ça concerne beaucoup des jeunes urbains qui n'ont pas forcément de problème et donc ont le temps de se poser ces questions-là. Mais moi je vois 2 choses, j'ai 2 pistes de solutions sur des gens qui sont un peu hors radar. Les premiers, ce seraient les agriculteurs, notamment les jeunes agriculteurs, parce que là on est en plein dedans. Et les autres, c'est les 1,5 million qui sont complètement désocialisés. Et puis donc il y a ceux qui veulent pas trouver, il y a ceux qui trouvent pas de travail, puis il y a ceux qui veulent pas trouver de travail avec le fameux cancer de l'insistanat. Et donc pour ces jeunes, nous là, ce qu'on préconiserait, c'est une suppression, parce qu'en fait, nous quand on parle avec des agriculteurs, dans beaucoup de domaines, il y a beaucoup de métiers qui se créent autour de l'écologie. Par exemple, dans les méthaniseurs, il y a besoin de techniciens de méthaniseurs. Ce n'est pas des métiers hyper compliqués forcément. En termes de technique, c'est un technicien, mais ce n'est pas forcément très compliqué. Et on en manque beaucoup. Là, on est allé voir un méthaniseur la semaine dernière et il cherche notamment des techniciens. Et donc, c'est avec une suppression quasiment radicale des prestations sociales et des prestations chômage pour les jeunes qui ne veulent pas travailler, avec un fléchage direct chez Pôle emploi vers les fameux emplois verts. Pour ce type de jeunes. Et les deuxièmes, donc c'est plutôt une population qui souffre beaucoup, c'est les agriculteurs, notamment les jeunes agriculteurs. Parce que bon, les chiffres, c'est un agriculteur qui se suicide tous les jours, c'est pas très rigolo, et aussi des jeunes qui pour avoir vu pas mal de jeunes agriculteurs, notamment dans les écoles agro, qui ne veulent plus travailler dans ce métier-là, parce que en fait ils disent quel est mon débouché, travailler tout le temps, pas forcément pouvoir poser de vacances pour un salaire de misère, notamment dans les petites structures. Donc nous, ce qu'on propose, c'était un ticket restaurant vert. Ça, vous avez peut-être tous des tickets restaurants, donc ça coûterait pas 1 € à la collectivité. Donc par exemple, moi j'ai 10 € de tickets restaurant. Sur les 10 €, on en flécherait 3 ou 4 vers des produits en circuit court. Donc c'est-à-dire que vous auriez, alors si vous avez des tickets restaurant par exemple en papier, vous avez par exemple 7 tickets qui sont bleus et après 3 tickets qui sont verts, et vous êtes obligé de dépenser ces tickets pour des produits en circuit court, et l'argent, en fait, on en ferait une caisse, donc on avait estimé ça à 300 millions d'euros par an, servirait à alimenter l'implantation de jeunes qui veulent s'installer dans les territoires, donc des jeunes exploitations qui veulent s'installer dans les territoires pour pouvoir avoir déjà un pécule dès le départ et avoir un peu d'espérance dans un monde compliqué pour eux. Mais merci beaucoup. Je me tourne vers vous avant de conclure, si on peut conclure sur ce sujet. Nous avons parmi nous, c'est une petite surprise, la directrice de l'engagement du Crédit Agricole qui travaille depuis 25 ans sur l'insertion des jeunes, et elle est venue participer aujourd'hui. Je l'aperçois au premier rang. Je dis à la régie, si vous pouvez éclairer, vous allez être sous les sunlight. Pouvez-vous...
reste là. Ah, vous pouvez venir sur scène, allez. Et vous, ces questions d'insertion des jeunes, c'est votre quotidien? En fait, bah oui, je travaille énormément sur l'insertion des jeunes. J'ai entendu beaucoup de choses, effectivement, les 1,5 million de Nice. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a 100 000 qui arrivent tous les ans. Donc c'est pas fini, les 1,5 million, ça continue à arriver. L'intérêt de ces débats, c'est que c'est vrai que ça ouvre les consciences, mais en même temps, c'est très général. Quand on parle des jeunes, de quels jeunes est-ce qu'on parle? On parle des 10%. On s'émeut, c'est vrai qu'un polytechnicien, quelqu'un qui a fait l'ESSEC, ne veut plus venir dans les banques. Ça nous, voilà, pour nous, c'est étonnant. Mais les autres, ils n'en sont pas encore là, ils ne sont pas formés, ils ne sont pas préparés. 75% sont anxieux, effectivement, des moins de 25 ans. Un enfant sur 5, ici en France, quand même, il faut le savoir, vit en dessous du seuil de pauvreté. Donc en fait, c'est quand on parle des jeunes, de quels jeunes parlons-nous? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a des nouveaux métiers qui vont s'ouvrir. Ce qui m'a manqué un peu dans ce débat, on n'a pas du tout parlé de l'économie à impact. Parce que c'est un bon relais. C'est le relais qui va nous permettre un point de bascule peut-être pour changer d'un système où on nous demande d'être productif, d'avoir les analystes financiers qui nous tiennent à la gorge, et en même temps on fait du mécénat de compétences dans nos entreprises. En tout cas, nous, on en fait. On donne 5 jours à nos équipes pour pouvoir faire du give back, mais encore faut-il l'organiser. Quand vous avez les gens qui ont énormément de travail, qui n'ont pas le temps, qui sont tout le temps en train de demander des bras, on leur dit maintenant, vous pouvez aller faire du give back. C'est très bien de faire du give back, mais il faut l'organiser en interne, avoir une politique salariale qui permet aux gens de pouvoir sortir ce temps. Et donc, dans cette intégration, vraiment, moi, je crois beaucoup à l'économie, aux ESS, une économie à impact. Et là aussi, nous avons un rôle en tant qu'entreprise à 2 niveaux. Un, de pouvoir les aider à incuber, à accélérer, parce que les métiers, 67% des enfants qui rentrent en CP ne savent pas dans quel poste ils vont être à la sortie de l'école. Ça veut dire, c'est une bonne nouvelle, il faut créer ces postes, il faut créer ces métiers. Pour moi, celui qui va aider à créer, ça va être les ESS. Là, il va y avoir de l'innovation sociale et pour moi, c'est un vrai relais de croissance. Donc, il faut les aider en tant qu'entreprise à incuber, accélérer, mais une fois qu'ils sont là, il faut leur donner du business. C'est bien beau de dire, allez, mettez-vous en start-up, sachant que les jeunes qui décident de se mettre dans les ESS, ils baissent leurs revenus de 30%. Soit vous faites carrière dans une entreprise, soit vous allez dans une économie sociale et solidaire. Mais vous savez que quand vous allez là, ce n'est pas là où vous gagnez votre vie. Mais c'est des carrières à impact. Ça donne envie. Et donc, peut-être une des solutions, c'est d'exiger que les entreprises puissent flécher dans les achats, quand on fait des achats, quand on a des prestataires, de donner X% de ces achats à ces ESS. Donc on les aide à se créer, ils créent des métiers, et à côté, on leur donne du business. Et là, on va peut-être créer un point de bascule qui fait qu'on peut avoir un relais de développement. Voilà. Merci, merci Laïla Mamou. Merci pour votre intervention. Alexandre Carpentier, donc vous avez le mot de la fin, comme on dit. On ne peut pas conclure. Vous allez pouvoir échanger après, je le dis au public. Puisqu'on en est au stade des propositions, moi j'en verrai 2. Premièrement, accompagner mieux les entreprises sur la manière dont elles recrutent, elles intègrent, elles fidélisent. C'est un des enjeux de France Travail, c'est une très bonne chose. Et faire comprendre aux employeurs, notamment les employeurs des TPE, des PME, qu'aujourd'hui le recrutement c'est moins un processus de sélection mais plus un acte de vente, vendre le récit de son entreprise pour attirer davantage de monde. Et puis deuxième proposition, on constate une désynchronisation de plus en plus forte du besoin des compétences des entreprises et de celles qui sont détenues par les gens qui recherchent un travail. Ce qui veut dire qu'au milieu, on a un marché de la formation professionnelle qui n'est pas du tout adapté aux besoins des entreprises, qui ne fonctionnent pas. Aujourd'hui, les sessions de formation sont trop souvent vides. Il faut réussir à sortir du marché planifié de la formation professionnelle. C'est un énorme enjeu. La loi Avenir Professionnel 2018 a fait déjà un premier pas avec le CPF. Il y a de très bonnes choses dans le CPF. Il y a de moins bonnes choses également. Mais il faut encore aller plus loin pour essayer de travailler davantage sur les besoins des entreprises et non pas sur les besoins trop macro, trop collectifs. Autrement dit, donc pour la suite, le message ? Le message, c'est formons, formons, formons et rendons tout ça possible.
D'accord. Merci beaucoup.